C'est l'heure de l'information sur Eden TV. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de cette édition. Le gouvernement béninois a ordonné la fermeture de plusieurs établissements privés en situation irrégulière, dont ceux spécialisés dans les formations en santé. Vous suivrez dans ce journal les explications de Doudia Mouzouvi, directeur général de l'enseignement supérieur. Le débat alimente les milieux politiques, les médias, la société civile et les autres couches socio-professionnelles. Il s'agit de la récente visite de l'ancien président Boni Yayi à l'aéroport de Tourou. Vous suivrez dans ce journal les réactions de certains journalistes politiques à ce propos. Assassinat de 2 jeunes Français sur une plage de l'île touristique de Sainte-Marie à Madagascar ce dimanche. Nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour le sommet de cette édition. La suite, c'est maintenant. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Le gouvernement béninois, dans un communiqué, vient d'ordonner la fermeture de plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur en situation irrégulière. Parmi ces établissements figurent ceux spécialisés dans les formations en santé qui fonctionnent de façon illégale. Pour le gouvernement, le secteur de la santé doit être préservé parce que très sensible. Dodi Mouzouvi, directeur général de l'enseignement supérieur, nous donne ici quelques explications à propos de cette décision de fermeture des établissements illégaux. Il est au micro de Horacia Djodji. Suivez plutôt. Aucun établissement n'est autorisé à donner des formations en santé qui le fait déjà aujourd'hui. Donc, sur la place publique, les établissements qui donnent la formation en santé n'ont reçu aucune autorisation. Conclusion, il faut les fermer systématiquement parce qu'ils sont illégaux. Lorsque le travail a été fait, on s'est rendu compte que 99,99% des étudiants qui vont dans ces établissements, et ils sont une dizaine dans le pays, sont des étudiants étrangers. Donc on forme pour les pays de la sous-région et ils s'arrangent pour ne pas délivrer des diplômes béninois, puisque le Bénin a interdit cela, et des diplômes des pays limitrophes. Le seul qui a été autorisé provisoirement n'a pas encore démarré. Donc, conclusion, ceux qui donnent aujourd'hui dans la santé n'ont reçu aucune autorisation pour le faire et par conséquent doivent être purement et simplement fermés. Et quand je dis formation de santé, à la date d'aujourd'hui, ça signifie infirmier, infirmière, ça signifie sage-femme, ça signifie médecin et ça signifie pharmacien pour le moment. Certains déplacements de l'ancien président Boni Yayi, notamment sa dernière visite à l'aéroport de Tourou, créent des polémiques et suscitent beaucoup de débats au sein de l'opinion publique. La rédaction de Eden TV a recueilli pour vous la lecture de quelques journalistes politiques que je vous invite à suivre à travers ce reportage de Corneille Aïssé. Boni Yayi 10 ans, c'est fini. Ce slogan de l'Alliance Soleil, à la veille de l'élection présidentielle de mars 2016, dérangeait sérieusement Boni Yayi encore au pouvoir. Et même après avoir laissé le pouvoir, l'homme semble ne pas accepter cette expression. En témoignent les sorties, tournées et visites dans certaines localités du Nord. La dernière en date, la visite de l'aéroport de Tourou, qui défraie la chronique et suscite beaucoup de réactions, surtout dans les médias. Pour un chef d'État qui vient de quitter le pouvoir, c'est parti sans parti, c'est parti en faisant ombrage quelque part à l'actuel. Il est dans la faute de mon point de vue, il est dans la faute, il y en a qui disent qu'aucune loi ne l'interdit. Non, en se comportant de cette manière-là, Boni Yayi est dans la faute. Il n'a pas fini de donner son énergie. En fait, c'est l'homme, c'est la nature de l'homme. Donc on ne peut pas lui jeter la pierre, mais il faut tout simplement l'observer et le canaliser. En condamnant aussi ces agissements de l'ancien président Boni Yayi, d'autres trouvent qu'il cherche plutôt à réveiller la classe politique et à occuper le terrain en absence du président Patrice Talon, très effacé. On critique à tort et à raison peut-être Boni Yayi, mais il faut reconnaître que c'est Boni Yayi aujourd'hui qui anime la vie politique, la vie publique. Le président Talon ne s'affiche pas, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa posture, ce n'est pas sa méthode de travail. Mais en dehors de lui,
de Boni Yayi aujourd'hui qui revient encore perturber le calme plat de l'État. Il faut reconnaître que la classe politique a démissionné. Il faut alors mettre à l'actif de Boni Yayi ce qu'il fait. Il faut le saluer, même si on doit lui demander de savoir aussi raison garder, de savoir rester dans ses limites. Mais c'est évident que Boni Yayi, en agissant ainsi, provoque le débat et agite l'opinion publique nationale. Mais au-delà de ces agitations, interrogeons-nous sur les mobiles de ces comportements. Pour certains, c'est peut-être lié à la personnalité et à la psychologie de l'homme. Pour lui, il n'a pas fini de gérer le Bénin. En fait, c'est une question d'esprit, de préparation. Il ne s'est pas préparé pour descendre du pouvoir. Vous savez, dans d'autres circonstances, pour quelqu'un qui a fait 10 ans à la tête d'un pays, il faut que déjà à partir de 8 ans, qu'il se prépare à rentrer dans une autre phase. Parce que si vous restez actif 10 ans à la tête d'un pays, ce n'est pas en 4 mois que vous allez retrouver vos esprits et savoir que vous avez quitté le pouvoir. 6 avril, le jour symbolique où le président Patrice Talon était investi, Boni Yayi, lui, il était en tournée, il s'affichait encore comme le président du Bénin. Et donc, il cherche noise, comme diraient les Anglais, et c'est à prêter flanc à ce jeu-là qu'il pourrait avoir peut-être de troubles. Bon, on ne sait pas aujourd'hui s'il a vraiment de troubles derrière. Je n'ai pas l'impression qu'il ait vraiment des férus qui comptent avec lui, que le Bénin ce serait avec Boni Yayi. Pour la paix et la cohésion nationale, le chantre du changement et de la refondation, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, doit accepter son nouveau statut et apprendre à s'éclipser. Source d'information pour toute personne désireuse de connaître des faits du passé, les archives sont un ensemble de documents conservés afin de prouver des droits ou témoigner de certaines activités. Mais quel est l'état actuel et l'avenir des archives au Bénin? Fréjus Serrolan et Denis Maroya se sont intéressés à ces questions. Suivez plutôt. Les archives constituent la mémoire d'un peuple, et quand on sait que pour Aimé Césaire, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, on comprend que les archives sont un facteur déterminant pour le développement d'une nation. Pour le Bénin, qui a l'air d'un nouveau départ, il est donc important de se faire une idée de l'état actuel des archives du pays. Il n'est pas rare que dans les administrations, au jour d'aujourd'hui, que vous voyez des documents traîner dans les couloirs, et dans les toilettes, à même le sol, ou des documents apportés des vendeuses de ci ou de ça. Aujourd'hui, construire pour les archives n'est pas une priorité. Et même quand on en construit, on les dédie à d'autres fins. Ce qui montre que le secteur est savamment négligé. Une négligence avec laquelle il faut aussi rompre pour espérer un développement. Mais outre ces réalités, les archives au Bénin sont confrontées à d'autres problèmes. Nous n'avons qu'un seul centre qui détient l'essentiel des documents des archives nationales, c'est à Wando, à Porto-Novo. En dehors de ce centre-là, on n'a pas d'annexe véritable qui puisse permettre à n'importe quel Béninois ou qui se trouve sur l'étendue du territoire national de consulter en un temps record la totalité de nos archives. On dirait que les archives nationales se portent mal parce que nous avons déjà un problème d'archivistes qualifiés. Nous avons un problème de difficultés d'ordre matériel, de difficultés d'ordre financier. Un ensemble de problèmes qui appellent donc une volonté politique. Mais l'importance des archives et de leurs étendues est telle que chaque citoyen doit se sentir interpellé et se poser les bonnes questions. Beaucoup de gens meurent à 80 ans dans ce pays sans jamais avoir été à la pharmacie des Blancs. Mais comment ils font? Quelle est la mémoire médicale du Bénin? Quelle est la mémoire de l'agriculteur du Bénin? Quelle est la mémoire de celui qui empêche la pluie de tomber tel jour? Mais nous avons des richesses. Qui le sait? Le faire savoir doit donc être une priorité. Le Bénin a ainsi de la matière pour nourrir et ses archives et ses fils. De quoi dire que l'avenir du Bénin dépend aussi de l'avenir de ses archives. Dieu est mémoire. Le développement est mémoire.
L'avenir du Bénin, la paix est mémoire. Vous avez de nouveaux parcours, vous avez de nouveaux chemins. Ne désespérez pas. Il y a déjà beaucoup d'emplois dans le mot archive, dans le mot mémoire, dans le mot planifier l'avenir à partir du passé. Les archives nationales ont un avenir si les Béninois eux-mêmes le jugent bon. Autre défi pour le Bénin, activer sa diplomatie pour détenir aussi ses archives qu'il n'a pas et qui pourtant sont parquées dans d'autres pays. Nous restons toujours avec Fréjus Serroulan et Denis Maroya pour parler cette fois-ci de la numérisation des archives qui s'impose de plus en plus vu l'évolution de la technologie. Et qu'est-ce qu'il en est au Bénin? Élément de réponse dans ce reportage. Papier en détérioration, salle d'archivage devenue trop exiguë pour conserver les archives. Les problèmes de conservation des archives sont devenus courants au Bénin. Pour pallier ces difficultés, la solution est toute trouvée, la numérisation des archives, qu'elles soient écrites ou audiovisuelles. Pour Arthur Vido, historien et enseignant au département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abomey-Calavi, le recours à cette méthode d'archivage est urgent pour le Bénin. Parce que c'est des documents anciens qui ont été reproduits sur des supports vieillissants et qui sont carrément en voie de dégradation. Donc on ne peut pas les photocopier tout le temps. Il faudrait les photographier ou soit les scanner et les stocker sur des sites internet. D'abord sur le site internet des Archives nationales du Bénin, premier point, et les stocker aussi dans des ordinateurs qui seront paquets au niveau de la direction des Archives nationales et qui pourront permettre à n'importe quel usager de pouvoir les consulter en temps réel. Heureusement, des efforts de numérisation des archives existent déjà au Bénin. Le début des années 2010, il y a eu la création d'un site internet des Archives nationales qui présentait quand même quelques documents du fonds colonial qui datent des années 1840. Et il y a aussi des documents qui sont issus du fonds contemporain des années 1960 à 1990, tout ça. C'est quand même un effort ou un progrès, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a d'autres pays, des pays beaucoup plus développés que nous, comme la Côte d'Ivoire, qui n'ont jusqu'à présent pas de site internet qui présente des fonds d'archives issus de leur région. Le combat contre la détérioration des archives écrites et audiovisuelles du Bénin est cependant loin d'être gagné. Bien au contraire, il s'agit d'une tâche difficile. Nous ne pourrons pas encore aller au numérique sauvage. Nous irons au numérique de façon progressive. Nous avons besoin de numériser, mettons, le support papier. Pourquoi? C'est pour faciliter l'accès à ces documents. C'est ça la fonction principale même du numérique, de la numérisation au jour d'aujourd'hui. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse, beaucoup de tact pour conduire, n'est-ce pas, l'innovation technologique appliquée à la gestion des archives. Ce n'est qu'à ce prix que le Bénin pourra sauvegarder pour la postérité les sources de son histoire. Un djihadiste malien présumé, nous sommes hors du Bénin, accusé d'avoir ordonné et participé à la destruction des 9 mausolées classés au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou et contre la porte de la mosquée Sidi Yahya entre le 30 juin et le 12 juillet 2012 a plaidé coupable lundi devant la Cour pénale internationale. Une première dans l'histoire du tribunal. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, selon l'accusation, fut membre du groupe djihadiste Ansardine qui a contrôlé le nord du Mali pendant environ 10 mois en 2012. Présenté comme un homme intelligent, raisonnable et intellectuel par son avocat, l'accusé serait prêt à demander pardon aux habitants de Tombouctou et au peuple malien. Toutefois, pour la procureure Fatou Bensouda, aucune personne ayant détruit ce qui incarne l'âme et les racines d'un peuple ne devrait pouvoir échapper à la justice. On écoute Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Votre honneur, j'ai le regret de dire que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent est véridique et reflète les événements. Je plaide coupable.
3 civils au moins ont été tués et une vingtaine de blessés dimanche dans un attentat suicide. Les violences ont eu lieu dans l'extrême nord du Cameroun, confrontés aux attaques du groupe islamiste nigérien Boko Haram, ont déclaré des responsables politiques et sécuritaires. Selon le gouvernement camerounais, plus de 2000 personnes sont mortes dans ces attentats. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale, JNA, continuent d'avancer dans la ville de Sirte qu'elles tentent depuis 3 mois de reprendre aux djihadistes de l'organisation État islamique. Leurs avions survolent depuis samedi le centre et le nord de la Libye, et puis particulièrement les villes de Sirte, le nord-ouest à la frontière avec le Tchad et le Niger au sud. Des moyens qui permettent aux forces du JNA d'éviter une éventuelle fuite des djihadistes du groupe État islamique accusé, bien sûr acculé, dans la ville de Sirte, ville dépourvue de ses habitants et située à 450 km à l'est de Tripoli. Écoutons ici un combattant des forces du gouvernement libyen d'Union nationale. Nous avons gagné du terrain sur tous les fronts, dans les quartiers dollars, sur le front de Ouagadougou et dans les quartiers numéro 2. L'ennemi est en train de perdre et le moral des troupes est haut. L'ennemi perd et nous les poursuivons pour les chasser de Libye un à un. La Libye est unie de l'est à l'ouest. Nous les vaincrons si Dieu le veut. Et puis à Madagascar, 2 Français travaillant comme bénévoles pour une association ont été tués et leurs corps retrouvés dimanche sur une plage de l'île touristique de Sainte-Marie ont annoncé les autorités malgaches et françaises. Les 2 Français travaillaient pour Setamada plutôt, une association qui œuvre pour la protection de l'environnement et des mammifères marins. Suivons ici les propos du ministre malgache du Tourisme. Tout le gouvernement condamne cet acte et on vous rassure que toute la lumière sera faite sur cette affaire et que ce n'est pas représentatif des problèmes ici à Madagascar. C'est un acte isolé et Madagascar, c'est l'île au trésor, c'est un havre de paix et tout le monde peut venir. Alors à présent, à Rio de Janeiro, qui a été le centre du monde pour les premiers Jeux olympiques d'Amérique du Sud. Brésiliens et visiteurs de toute planète sont venus assister aux compétitions des 206 délégations. Mais au-delà des médailles et records de ces Jeux ont eu leur lot de problèmes et scandales. Le point dans ce reportage. Rio a marqué son empreinte dans l'histoire des JO avec ses records et ses performances sans précédent. 9 pays ont obtenu leur toute première médaille d'or. Les États-Unis sont devenus les premiers de l'histoire à atteindre 1000 médailles d'or, entre autres grâce aux performances du nageur Michael Phelps. Après avoir remporté son 23e titre, l'Olympien le plus décoré de tous les temps a annoncé qu'il quittait définitivement la piscine. Voilà, je l'ai déjà dit, mais vous pouvez l'annoncer, c'est la toute dernière fois que vous me voyez concourir dans l'eau. L'éclair jamaïcain Usain Bolt prend aussi sa retraite après avoir décroché la médaille d'or du 100 mètres, du 200 mètres et du relais 4x100 mètres. Un triplé historique. Quant aux Brésiliens, c'est bien sûr avec le foot qu'ils deviennent les héros de ces Jeux en remportant la finale face aux Allemands. Mais les 28e JO de l'ère moderne resteront probablement aussi dans les mémoires comme une édition chaotique. Stade à moitié vide, problèmes de transport, sécurité aléatoire et quelques scandales. Le rapport mentionnant le supposé dopage d'athlètes russes puis l'interdiction de concourir pour 118 d'entre eux ont annoncé la couleur avant même le début des épreuves. Nous voulons écarter les tricheurs des Jeux Olympiques. Le message est clair, les tricheurs et les athlètes dopés ne doivent se sentir à l'abri nulle part. La seconde semaine des JO a été marquée par l'arrestation du chef des comités olympiques européens, Patrick Kiki, dans le cadre d'une enquête sur un réseau de revente illégale de tickets. Au même moment, l'attention des médias était aussi braquée sur des nageurs américains qui prétendaient avoir été agressés par de faux policiers. Ils avaient en fait vandalisé une station-service et s'étaient heurtés à un vigile à l'issue d'une nuit de fête. Malgré ces déconvenues, les organisateurs restent confiants quant à l'héritage des Jeux de Rio. Je ne pense pas que l'histoire retienne beaucoup les problèmes qui ont lieu pendant les Jeux Olympiques.
Ce que l'histoire garde, c'est l'énorme contribution des athlètes. Le spectacle n'est pas fini à Rio. Les Jeux paralympiques doivent se dérouler du 7 au 18 septembre, si les organisateurs parviennent d'ici là à gérer les difficultés financières qui sont venues s'ajouter à la série d'obstacles de ce marathon brésilien. C'est ici que s'achève cette édition qui a été réalisée par Moïse Patinvo. Chimène Claudia Dossou était au son, Cyril Agbo au plateau. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous demain, 7h pour Matin d'Éden, votre émission. Et surtout, bonne suite de nos programmes sur Eden TV. Bonsoir.